Oui, Ça commence. je les entendais pas. Je suis en live. I'm your high heel killer. I'm your midnight thriller. I'm your night bass dealer. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier Intersection X de la semaine. Printemps numérique est là pour vous écouter et vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Alors que l'autisme est souligné pendant un mois entier en avril, cette année c'est en pleine pandémie qu'il a fallu sensibiliser et accompagner les personnes avec un TSA ou trouble du spectre autistique. Les visages de l'autisme sont nombreux, les TSA se déclinent en une multitude de réalités, une constante demeure toutefois le besoin de stabilité et d'une routine bien définie en cette période où la Covid-19 et le confinement déstabilise la planète entière, des entreprises décident de prendre part à la cause de la santé mentale. Cette semaine, Intersection X aborde le sujet de l'innovation technologique au service de la santé en temps de crise, au programme analyse, conseils et exemples pour mieux vous en sortir dans cette situation. Pour démarrer cette thématique de la semaine, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc-Olivier Schulle de Mieline, doctorant en psychoéducation spécialisé en transfert de connaissances, CEO et cofondateur de Mieline. Marc-Olivier a un objectif, faire circuler l'information de qualité entre les patients, les intervenants et les chercheurs. Il est persuadé que la solution à ce défi se trouve dans les nouvelles technologies et de travailler non seulement à l'élaboration de plateformes de collaboration, mais aussi à des algorithmes d'apprentissage machine visant l'évaluation de la qualité des informations. Les applications Synapsy et Mieline peuvent être utilisées conjointement, permettant ainsi aux intervenants d'agir en accord avec les meilleures pratiques, puis de bonifier celles-ci par un suivi à distance. Cette combinaison est la meilleure pratique qui puisse être proposée pendant cette période de Covid-19. Marc-Olivier nous partagera alors son expérience, ses avis et conseils en cette période de crise. Bonjour Marc-Olivier, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Commence à faire un peu chaud, mais c'est correct. Bienvenue déjà dans Intersection X. Merci d'avoir accepté notre invitation. Afin d'entrer dans le vif du sujet, qui est, je le rappelle, l'innovation technologique au service de la santé en temps de crise, j'aimerais que tu présentes l'impact réel que la Covid-19 a eu sur les opérations de Mieline. Alors écoute, c'est une excellente question. Je te dirais que à la base, tous les modes de fonctionnement étaient déjà en train de justement mettre en application l'application en tant que telle. On était en train de travailler en collaboration avec des écoles, avec des milieux hospitaliers, avec des cliniques. Et du jour au lendemain, la grande majorité de ces milieux se sont fermés du jour au lendemain. On s'est retrouvé avec beaucoup de demandes sur notre site de personnes avec qui on n'avait jamais vraiment eu de contact, qui se retrouvaient tout d'un coup enfermés chez eux avec parfois un enfant qui pouvait avoir des difficultés, beaucoup de changements auprès de beaucoup de personnes. Donc je dirais que ça a été une phase de grande remise en question. Sur les choses qu'on a fait concrètement, on pourra revenir plus en détail après, mais je te dirais qu'on a eu une première phase de vraiment essayer de répondre aux besoins de la communauté en lien avec l'autisme.
et ensuite justement de voir que la réponse qu'on avait amenée pouvait nous permettre d'aller beaucoup plus loin, que ce soit au niveau de l'information ou que ce soit au niveau de la collaboration, qui sont un peu nos deux chevaux de bataille, on va dire. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'équipe entrepreneuriale, vous avez vécu justement l'arrivée de cette crise comme une catastrophe? On a reçu plusieurs entrepreneurs de start-up notamment qui ont vraiment vécu ça comme une annonce catastrophique. Tu le disais, là, du jour au lendemain, vos principaux clients doivent fermer. Comment, en tant qu'entrepreneur, on réagit face à ça? Le fait de gérer l'équipe à distance, c'est une chose, mais le fait de justement se dire, OK, là, toutes les cibles, mon marché est fermé. Comment je m'adapte et comment on réagit aussi rapidement dans cette situation? Je dirais que dès le début, notre vision, ça a vraiment été... Surtout au début, quand on entendait, écoutez, il y a une période qui va être celle du confinement, puis ensuite on va avoir une sorte de retour à la normale. Pour nous, c'était évident dès le début de la crise qu'il n'y aurait pas un retour à la normale au sens où on le connaissait avant. Même si les écoles vont réouvrir, même si les services vont recommencer à être donnés, les expériences qu'on va avoir vécues pendant ce moment-là, que ce soit la montée de la télémédecine, que ce soit le fait de travailler plus à distance, que ce soit tous ces aspects-là risquent d'avoir des impacts à long terme. Donc pour nous, dès le début, c'était de se dire, écoute, on n'est pas en train de passer par une période de crise, c'est juste que l'environnement vient de changer et vient de changer pour longtemps. Oui, c'est dur, mais c'est aussi une occasion en tant que start-up ou en tant que n'importe quelle entreprise de se réinventer et de s'habituer à ce nouvel environnement et de s'adapter à celui-ci. Et éventuellement même que ça devienne une sorte, je n'irai pas jusqu'à dire une opportunité, mais en tout cas d'en faire une opportunité. Oui, on essaye toujours de pas aller trop chercher le positif de cette situation, mais je suis tout à fait d'accord avec toi que même si on veut pas l'appeler opportunité, il y a quand même des opportunités qui se présentent à nous et il faut savoir les saisir. Avec ton équipe, vous avez créé une plateforme d'information sur l'autisme destinée aux patients, familles, intervenants. Peux-tu nous présenter davantage cette application, la technologie que tu utilises et bon, évidemment, me concernant, j'aimerais qu'on puisse aborder aussi la part que prend le machine learning dans le développement du projet. Pas de problème. En fait, le système est relativement simple. Ça se comporte de deux éléments. Le premier élément, c'est justement un système de recherche qui permet d'aller chercher des interventions dans le domaine de l'autisme qui peuvent venir soit justement de revues de littérature, qui peuvent être des interventions qui ont été créées par des personnes autistes, par des parents, par des intervenants. On fait des liens entre toutes ces informations-là pour pouvoir justement suggérer, de dire, écoutez, voici le type d'intervention qui a l'air de répondre à ce besoin-là. Mais la deuxième partie, qui est tout aussi importante, c'est qu'une fois que les gens ont choisi quelque chose qui leur semblait pertinent, ils peuvent le mettre en application et faire un suivi. Que ce soit un intervenant qui décide de mettre ça en application avec une famille, puis de justement mesurer les changements qu'il y a pu avoir, soit au niveau du bien-être, au niveau des comportements, au niveau de plein d'aspects, ou que ce soit même une personne qui se dit, moi, par exemple, je vis un peu d'anxiété dans cette situation, puis j'ai envie de tester ça, puis je vais le mettre en application, puis je vais juste mesurer chaque jour si ça m'a aidé. Et là où le machine learning devient particulièrement intéressant, c'est qu'évidemment, toutes ces données de, écoute, ça a l'air d'être efficace, ou ça, au contraire, ça n'a pas l'air d'être efficace, c'est des données qu'on peut réutiliser ensuite pour pouvoir donner des meilleures prédictions de, pour ce que vous cherchez, voici ce qui a le plus de chances d'être pertinent et peut-être même le plus efficace pour vous. Donc, on a un côté cumul de la littérature scientifique pour justement pouvoir aller chercher tout ce qui sort comme résultats de recherche et programmes de recherche, de manière à pouvoir identifier et fournir les meilleurs conseils, les meilleures interventions possibles pour les intervenants et pour les patients. Exactement. En fait, l'idée centrale qui est derrière, c'est vraiment de se dire, si on a uniquement accès à l'information scientifique, il va nous manquer beaucoup d'informations de comment est-ce qu'on l'applique sur le terrain et qu'est-ce qui marche sur le terrain aujourd'hui. Si on a accès uniquement aux informations du terrain, on a des risques d'appliquer des choses qui pourraient être dangereuses, qui pourraient être non recommandées. La seule solution qu'on a, c'est de combiner ces deux sources d'informations. Et nous, on pense sincèrement que la meilleure façon de donner une suggestion, c'est justement de combiner toutes ces sources de savoir, autant celles qui sont scientifiques que celles qui sont vraiment sur les mesures d'efficacité, que même le savoir expérientiel, que ce que les gens ont vécu en utilisant cette intervention-là. Et l'un des principes fondateurs de Myelin, c'est de combiner tous ces savoirs, ce qui implique aussi, du coup, de faire travailler ensemble les communautés qui ont ces savoirs, donc les chercheurs, les intervenants, les patients, les familles, toutes les personnes. Et là, je dis patients parce qu'on est en train de s'étendre au domaine médical, comme je t'en parlerai un peu plus tard.
c'est ce que je trouve intéressant dans le sens où, dans un projet de développement, de création, de développement d'entreprise, évidemment, il faut toujours qu'on soit sur le marché, il faut toujours qu'on aille tester, il faut toujours qu'on ait accès à nos utilisateurs finaux, à notre clientèle cible. Mais là, pour le coup, vous avez besoin effectivement d'être sur le terrain, mais vous avez aussi besoin d'être sur un autre type de terrain qui est complémentaire avec l'aspect recherche. Comment on fait quand on a justement ces deux positionnements en même temps pour pouvoir arriver à produire quelque chose qui fonctionne? Alors, je dirais que c'est un grand défi et c'est un défi qui s'apprend un peu à la dure, entre guillemets, dans le sens où toute l'équipe qui était à la base du projet de Myelin, quand on a commencé en 2017, on est toutes des personnes qui proviennent du milieu académique. Donc, notre première idée était de justement se baser sur ce que nous on avait, qui était uniquement l'information scientifique. Sauf qu'évidemment, depuis le début, on a eu la chance d'avoir une communauté très engagée avec nous, qui nous a forcé à tester, remettre en question, à aller plus loin. On a fait beaucoup d'ateliers de co-construction, de suivi. On a essayé d'être le plus dès qu'on avait une idée, de la proposer à la communauté. Et c'est petit à petit, justement, qu'on a appris à être beaucoup plus à l'écoute, à intégrer des nouvelles dimensions. L'idée même que je te parlais, qui est au cœur de Myelin, donc de combiner ces différentes sources de savoir, c'est quelque chose qu'on a appris grâce à la communauté. Et je te dirais que fondamentalement, il n'y a vraiment aucune solution magique. Oui, tu peux t'inspirer de méthodologies comme les méthodologies Lean ou d'autres choses, mais à la fin, c'est réellement le contact avec ta communauté qui t'apprend à essayer de trouver cet équilibre qui est parfois complexe entre justement d'un côté tout ce qui est recherche, participation à des recherches et tous ces aspects-là, et d'un côté c'est quoi les vrais besoins de la communauté et surtout comment est-ce que ces besoins changent et évoluent, ce qui dans une période comme celle du Covid est encore plus pertinente. Bon, ben c'est parfait. Écoute, tu viens de mettre la table pour la prochaine question. Est-ce que maintenant, justement, tu pourrais nous éclairer sur l'impact que la COVID-19 et son confinement ont sur les personnes avec TSA? Parce que pour l'instant, c'est pas mal la première neurodiversité sur laquelle vous êtes en train de travailler. Comment ça fonctionne, le fait d'avoir le Covid en plus pas forcément des difficultés, mais on va dire des habitudes différentes peut-être que ces personnes-là peuvent avoir? Oui, alors je vais te répondre vraiment en deux étapes, parce qu'effectivement, il y a une première dimension qui est spécifiquement les besoins qu'on a vus auprès de la communauté de l'autisme, mais ensuite, il y a aussi tous les aspects, les autres besoins qui sont venus d'autres communautés et auxquels on a aussi essayé de commencer à répondre. Enfin, si je me sens vraiment spécifiquement sur l'autisme, en fait, c'est un peu la même logique que pour n'importe qui. Tout d'un coup, il y a cette situation où beaucoup de personnes qui avaient une structure, que ce soit l'école, l'université, le travail, que ce soit n'importe quoi, tout d'un coup, ces aspects-là ont été profondément remis en question. Ce qui, déjà, comme nous tous, amène de l'anxiété, du stress, pour certaines personnes de la dépression. Il y a aussi cette autre dimension que on avait tout un réseau de soutien qui pouvait exister, que ce soit par des professionnels ou par d'autres personnes, que ce soit justement la famille ou des voisins, à qui tout d'un coup on n'a plus accès. Donc on se retrouve avec un défi qui est augmenté, et moins de ressources ou de sources de soutien pour ça. D'un autre côté, il y avait des défis vraiment, je dirais, uniques. Non, j'exagère. En tout cas, qui ressortaient très fortement et qui a été sans doute l'un des premiers qui nous a fait réagir, c'était le besoin des familles qui avaient un enfant autiste et qui tout d'un coup se retrouvaient à non seulement devoir travailler en télétravail, faire la conciliation travail-famille, mais en plus répondre à un certain nombre d'exigences qu'il y avait au niveau scolaire et au niveau justement de toutes les interventions, de tous les mécanismes qui avaient pu être mis en place et qui se retrouvaient à se dire mais comment est-ce que je peux gérer dans cette situation? Comment est-ce que je peux expliquer même à mon enfant, par exemple, la meilleure façon de se laver les mains, de mettre le masque, tout. Comment est-ce que je peux justement structurer ma journée pour moi, éviter de me retrouver dans un burn-out. Donc bref, beaucoup de questions qui sont venues là-dessus et pour lesquelles les gens nous écrivaient énormément. Et ça a été un des premiers défis auxquels on a été confrontés. C'est que même si aujourd'hui je pourrais me baser sur des informations scientifiques pour te dire que dans le domaine de l'autisme, il y a certaines interventions qui sont plus reconnues que d'autres, dans le domaine spécifique du COVID, on n'a aucune recherche sur les interventions en santé mentale dans cette situation. Donc, qu'est-ce que tu recommandes? Et en tant que chercheur qui est habitué à se battre, à se baser sur de la littérature, qu'est-ce que tu réponds quand tu n'as pas de littérature qui existe encore?
Puis c'est très intéressant parce que il me semble qu'en plus l'exemple du masque est frappant dans le sens où avec cette hypersensibilité là, il y a justement un enjeu supplémentaire. Oui, on invite aux gens de porter des masques, on invite aux gens de se protéger davantage, mais ces conseils là deviennent quelque chose de beaucoup plus difficile pour certaines personnes justement en TSA. Oui. Ensuite, évidemment, quand on parle de l'autisme, on parle d'une très grande variété, mais oui, effectivement, il y a des défis qui peuvent être très spécifiques. Et l'exemple du masque était un excellent exemple parce que j'ai quand même été chercher sur mes bases de données, est-ce qu'il existe des recherches sur comment bien expliquer comment mettre un masque? Ça n'existe pas. Du coup, la meilleure façon dont on pouvait se baser, c'est se dire, mais qu'est-ce que les gens dans la communauté font? Qu'est-ce que les organismes ont créé? Quels sont, que ce soit au niveau des pictogrammes, au niveau des procédures, au niveau de plein de choses. Et du coup, ça a été l'une des premières actions de Myéline de dire, la première chose qu'on va faire, c'est aller centraliser toute cette information qui provient de la communauté. On peut pas encore juger de sa qualité scientifique, on va devoir attendre justement des recherches qui vont venir. Mais la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est justement aller demander aux gens, regardez, est-ce que vous avez utilisé ça? Puis est-ce que ça vous a aidé? Et tu te retrouves très vite à pouvoir dire, regardez, sur toutes, par exemple, les procédures pour enseigner un enfant à se laver les mains, celle-là a l'air de mieux marcher auprès de tel type d'enfant ou dans tel pays ou dans telle situation. Et du coup, ça te permet de donner des recommandations qui sont déjà, au moins qui se basent sur des données, même si c'est pas des méta-analyses ou d'autres choses, à des personnes qui en ont cruellement besoin à ce moment-là. Et ça, c'était une de nos missions de base. Donner la meilleure information possible, même si dans une période de crise, la notion de meilleure information possible doit se réinventer un peu. Donc là, on pourrait dire que la COVID a permis, en quelque sorte, de venir augmenter encore plus votre mission première, qui est justement de partager ce type d'informations utiles. Comment on fait pour rester en contact avec sa communauté en période de crise, dans une situation extrêmement anxiogène, avec une communauté qui, très, on va dire, fréquemment, souffre déjà d'anxiété? Je te dirais que le contact avec la communauté n'a pas été vraiment une difficulté. Ensuite, on pourrait toujours faire mieux, puis on essaie toujours d'aller chercher le maximum de feedback. La chance, je pense qu'on a, c'est que depuis le temps qu'on est auprès de la communauté, on a beaucoup de relations qui sont développées. Moi, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées dans le cadre du projet de Myéline, c'est des personnes avec qui j'ai naturellement repris contact parce que c'est des amis, en tout cas des personnes que je connais qui font partie de mon réseau. Donc, conserver le contact a été relativement facile de ce côté-là. Même au niveau des organisations, on a la chance que, en tout cas, nos principaux partenaires, donc qui sont le Réseau national d'expertise en troubles du spectre autistique et la Fédération québécoise de l'autisme, ont les deux choisi d'être extrêmement proactifs, ce qui fait qu'on a pu très rapidement commencer à travailler ensemble. Et la page d'information justement sur le COVID et l'autisme a été créée ensemble, honnêtement, dans un temps quand même, je dirais pas record, parce que je pense pas qu'il y ait de compétition là-dessus, mais en tout cas, ça a été très rapide. Et aujourd'hui, on est quand même, je crois qu'on vient de dépasser les 1000 outils qui ont été mis par la communauté. Une start-up qui propose une application doit aussi relever des défis en période de crise. Comment ça se passe? Quelles adaptations vous avez mis en place au sein de l'équipe? Comment les opérations peuvent continuer? Je dirais même doivent continuer parce que c'est primordial d'accompagner justement votre cible en ce moment. L'ensemble des associations sont au ralenti. Donc, c'est là concrètement. Vous avez besoin de la communauté pour pouvoir aller chercher de l'information. Tu disais que le fait d'entrer en contact avec la communauté n'a pas été un défi, mais quand même l'ensemble justement des écoles, des cliniques, des associations régionales de l'autisme sont presque sur pause. Comment on arrive à passer outre? C'est une excellente question. En plus, je te dirais que pour nous, le gros défi qu'on avait, c'était que le but, c'était pas uniquement de pouvoir continuer de donner nos services, donc vraiment ce que je te parlais avant, notre adaptation par rapport à la communauté autistique, mais de même devoir étendre nos services. C'est quand je te parlais de la page d'information justement pour le COVID-19 en autisme, il y a beaucoup d'autres domaines qui nous disent, écoutez, est-ce que vous pourriez nous faire la même chose, que ce soit dans le domaine de l'hyperactivité, de la déficience intellectuelle, de l'anxiété ou d'autres choses. Donc, c'est aussi des besoins auxquels on aimerait pouvoir répondre. De la même façon, on a eu énormément d'intervenants qui nous ont dit, écoutez, moi, je dois continuer de faire mes suivis. J'ai besoin de pouvoir les faire à distance.
est-ce que vous pourriez faire une version adaptée de Mierin pour ça? Donc, on devait essayer de répondre à ça. C'est pour ça qu'on a choisi de lancer une nouvelle application qui s'appelle Synerpsy, mais ce qui amène justement à cette idée qu'on devait non seulement donner ce qu'on faisait avant, mais en plus continuer d'étendre avec cette situation de stress qui rajoute de la complexité à tout le monde. Une fois de plus, c'est dommage, mais il n'y a pas vraiment de solution magique. Je te dirais que la chance que nous on a, c'est qu'à la base, on a une équipe qui est motivée par une mission. Je te dirais que la première chose qui est venue de la part de toute l'équipe, c'était l'importance de continuer d'étendre, de répondre aux besoins et que heureusement tout le monde s'est adapté, s'est engagé de façon extrêmement rapide et extrêmement forte. Et je te dirais que la chance qu'on a eue, c'est que justement les autres partenaires avec qui on a pu continuer de parler, même si effectivement, il y a peut-être plus de choses fermées, il y a peut-être moins de personnes qui sont disponibles, il y a peut-être moins de services, mais on n'a jamais eu vraiment de très grandes difficultés à pouvoir au moins rentrer minimalement en contact et voir comment est-ce qu'on pouvait collaborer. C'est une situation particulière, une fois de plus, on se réinvente, mais je te dirais que pour ça, on a eu jusqu'à un certain niveau de la chance. Il y a beaucoup, j'entends, d'agilité, d'itération en fonction justement des besoins qui sont nouveaux dès le début de la crise, qui ont continué justement à être nouveaux pour d'autres neurodiversités. Est-ce que le fait justement d'être dans le milieu de la santé montre justement une réaction, une réactivité différente de la part des intervenants avec qui vous faites affaire habituellement, dans le sens où Covid ou pas Covid, télétravail ou pas télétravail, la clientèle qu'on accompagne, qu'on doit servir, elle est toujours là. Donc, est-ce que ce sentiment d'appartenir à une communauté qui sert à améliorer le quotidien des gens fait une différence selon toi? Honnêtement, oui. Je sais, quand je te parlais justement de la notion un peu de mission, c'est un terme peut-être fort, mais en tout cas, cette notion où tu es très conscient que l'enfant dont tu t'occupais il y a une semaine, il n'a pas disparu, hein, puis tu peux pas juste le mettre dans le congélateur puis ressortir à la fin de l'été puis tout aille bien. Les besoins sont toujours présents, on doit agir, les besoins même augmentent et du coup c'est un peu, je dirais pas, c'est un peu une conséquence logique du domaine dans lequel on est, que tout le monde reste actif et essaie de trouver justement des solutions. Ensuite, on n'est pas actif de la même façon, mais effectivement, j'ai connu aucun organisme qui, pendant cette période, s'est dit « Bon, écoute, excellent, je vais me prendre 3 mois de vacances, puis je verrai comment ça se passe quand je reviens. » Là, je vais avoir une question davantage financière. On peut voir sur votre site web que l'application est gratuite actuellement, j'imagine, pour aider le plus possible les gens dans cette situation. Comment on fait en tant que start-up pour offrir son produit gratuitement? Comment on prend la décision? Comment, d'un point de vue budgétaire, on s'organise? Tu gardes tes employés, tu gardes ton équipe, tu gardes ton roulement opérationnel. Il n'empêche que là, ta rentrée d'argent, de revenus n'existe plus parce que à cause de cette crise-là, tu décides de l'offrir gratuitement. Puis, c'est un grand remerciement au nom de cette communauté-là que je te fais. Mais comment on fait d'un point de vue entrepreneurial pour faire ça? Alors, je te dirais que fondamentalement, de toute façon, on n'avait pas vraiment le choix de rendre ça accessible gratuitement. Je te dirais, vu l'ampleur du besoin, vu le changement de la situation, c'était évident que c'est là-dessus qu'on devait agir maintenant, mais même sans doute que notre modèle d'affaires va devoir tenir compte de ça sur le long terme. Je veux dire, comme je disais, les impacts financiers de cette situation risquent de rester quand même un petit moment. La possibilité de pouvoir investir dans ce genre de produit risque d'être différent. Donc, c'était vraiment une question à la base où on s'est dit, bon, là, on va le rendre accessible gratuitement parce qu'éthiquement, on doit le faire. Maintenant, on va essayer de réfléchir si on peut créer un modèle d'affaires qui soit viable là-dedans. Parce qu'évidemment, la pire chose que tu veux, ce serait de tout d'un coup donner un excellent service et du jour au lendemain, devoir dire aux gens, désolé, on peut plus donner, on n'a plus d'argent. Nous, la façon dont on a décidé de fonctionner, c'est fondamentalement une version un peu adaptée du freemium, mais c'est en gros l'application en tant que telle est gratuite. Si vous voulez des services complémentaires avec l'application, là c'est des choses qui sont payantes, comme par exemple si tu dis moi cette application j'aimerais construire spécifiquement quelque chose pour mon école avec d'autres fonctionnalités qui sont dedans, c'est des choses qu'on peut rajouter moyennant un abonnement. De la même façon, sur un coup on redonne de l'information
gratuitement à la communauté. C'est un de nos concepts de base. Mais par contre, si tout d'un coup vous voulez des statistiques plus avancées, des analyses plus avancées, de l'analytique plus poussée, ça, c'est des choses qu'on peut facturer séparément. Donc, fondamentalement, c'est vraiment cette logique de se dire, le fait d'amener cette application gratuitement nous permet non seulement de répondre à notre besoin, à notre mission, mais aussi nous permet de développer une communauté, d'obtenir justement des connaissances qu'on pourra réutiliser plus tard dans le cadre de notre modèle d'affaires. Là, tu mentionnes le fait que les écoles peuvent avoir accès à une application qui soit personnalisée par rapport à leurs besoins. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait pour certaines entreprises? Il y a de très grands groupes aujourd'hui qui, assurément, ont des employés qui ont un TSA. Il y a 20-25% de la communauté des employés aujourd'hui qui ont une neurodiversité qui est diagnostiquée, donc évidemment pas exclusivement TSA, mais d'autres. Donc, est-ce que cette adaptation-là pourrait aussi être offerte en entreprise? Oui, complètement. En fait, c'est vraiment l'idée de pouvoir se dire, nous, on offre, en guillemets, une version qui nous permet d'atteindre notre mission pour tous, mais ensuite, que ce soit justement des entreprises, des écoles, que ce soit justement, par exemple, il y a des personnes qui nous ont demandé justement pour essayer d'aider les aînés, ou ça pourrait être pour finalement n'importe quel groupe, on peut adapter parce que ce besoin d'information, ce besoin de pouvoir tester concrètement ce qu'on utilise pour aller mieux, ce besoin de pouvoir faire cette boucle de rétroaction-là, tu le retrouves plus ou moins dans tous les domaines. Et est-ce que justement il y a eu, tu disais là, les besoins ont évolué dès le jour 1 de l'arrivée de la Covid. Est-ce qu'il y a eu justement des demandes de la part d'entreprises? Est-ce qu'il y a eu des demandes pour d'autres types de neurodiversité? Et comment vous faites pour y répondre dans la mesure où, pour l'instant, le focus que vous aviez était principalement sur l'autisme? Alors, je te dirais qu'il faut vraiment distinguer deux aspects. Parce que tu as l'aspect collaboration et l'aspect information. L'aspect collaboration, par essence, peut être utilisé pour plus ou moins n'importe quel domaine. La façon dont tu peux faire un suivi en se disant je vais faire de la méditation chaque jour et je vais regarder mon niveau d'anxiété, ou la façon dont tu ferais par exemple une intervention dans le domaine de l'autisme, du TDAH, ce que ferait un enseignant ou ce que ferait un intervenant, tout ça peut être mesuré de façon relativement similaire. Donc ça a été justement notre première réponse, de dire bon, on va prendre cette partie qui n'est pas spécifique à l'autisme et on va la mettre dans l'application Synapsy qui du coup peut être utilisée par n'importe qui. Là, pour le moment, on l'a pas encore plus personnalisé, même si, par exemple, effectivement, il y a des demandes dans certains domaines, comme je te parlais des aînés, c'est un excellent exemple là-dedans, faire une version simplifiée, plus facile pour pouvoir aider les aînés dans les CHSLD ou des personnes qui sont, par exemple, chez elles, de pouvoir faire des suivis sur qu'est-ce qu'elles font pour aller mieux. Donc, pour la partie collaboration, c'était pas forcément un grand défi d'adaptation. Au niveau de l'information, c'est sûr qu'on doit se développer domaine par domaine. Parce que tu peux pas à un moment te dire, bon, youpidou, on ouvre sur tout. Parce que par essence, si tu fais ça, tu augmentes beaucoup ton risque d'amener des mauvaises informations. Donc, nous, pour le moment, le besoin qu'on a principalement reçu, c'était justement la santé mentale liée à la situation du COVID. Donc, fondamentalement, on a fait une seule grande extension, qui est de dire, on a commencé par l'autisme, on a répondu aux besoins autisme et COVID, et maintenant on continue dans le domaine du COVID pour voir si on peut répondre justement à d'autres besoins, typiquement TDAH, anxiété, dépression, autres aspects. Donc je dirais qu'on y va vraiment de la façon la plus rapide mais la plus précautionneuse possible. Bon, ça amène encore une fois ma prochaine question. On pouvait lire dans l'édition printanière de HEC Montréal Mag que Mylène souhaite appliquer justement ce modèle d'intervention à d'autres problématiques, telles que tu le mentionnais à l'instant, hyperactivité, troubles de comportement ou encore l'Alzheimer. Est-ce que cette volonté est toujours d'actualité? Je comprends que oui, mais comment on s'y prend presque post-Covid? J'ai envie d'être positive, donc presque post-Covid. On fait pour développer ce genre d'accompagnement-là. Est-ce que tu réappliques exactement la même formule? Est-ce que là, avec justement le Covid qui va rester encore pour un petit moment, tu dois adapter cette formule-là de recherche d'information ou est-ce que tu transformes complètement? Alors, je te dirais qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut reprendre. C'est sûr que beaucoup d'apprentissages qu'on a fait dans le domaine de l'autisme nous ont fait changer des choses dans l'application qui sont pertinentes pour, sans aucun doute, tous les domaines. Par contre, c'est sûr qu'ensuite, il y a aussi des différences
pour n'importe quel domaine que tu as. Et si tu vas tout d'un coup sur le domaine de l'Alzheimer, pour prendre un exemple justement très distinct, ben c'est sûr que certains aspects d'interface, on pourra sans doute réutiliser ce qu'on a développé, mais il y aura beaucoup d'apprentissage à faire sur comment créer un UX qui soit efficace, comment répondre aux besoins, comment structurer l'information. Donc, on aura beaucoup d'apprentissage à refaire. Pour faire ça, il n'y a pas énormément de réponses, à part aller chercher des experts de domaine qui, justement, te permettent de petit à petit comprendre ce domaine et trouver la façon la plus efficiente. On a une méthodologie, on espère que plus on va s'étendre d'un domaine à l'autre, plus on va pouvoir avoir une méthodologie qui soit adaptable et qu'on puisse réutiliser. Mais pour le moment, chaque fois qu'on s'étend vers un nouveau domaine, notre première démarche, c'est de trouver des personnes qui ont une expertise là-dedans et qui puissent nous guider pour être sûr qu'on ne fasse pas d'erreurs lorsqu'on se développe. L'exemple du UX est justement très intéressant parce que des personnes vont interagir de manière complètement différente avec une application dépendant de leur neurodiversité. Comment on fait pour relever le défi de personnes qui ont plusieurs neurodiversités? Alors, je te dirais qu'il y aurait sans doute une réponse à court terme et une réponse à long terme là-dessus. Je te dirais que la réponse à court terme, c'est il faut demander aux personnes elles-mêmes. Tu pourras pas le trouver par toi-même, même si tu as des centaines de recherches sur les meilleures façons de faire du UX ou de l'accessibilité universelle. Il va y avoir des choses auxquelles tu auras absolument pas pensé. Donc, à court terme, le meilleur outil que tu puisses utiliser, c'est justement des rencontres, des focus group, des éléments qui sont très interactifs, même si maintenant on les fait à distance. À moyen terme, c'est sûr que, ou à moyen et long terme, plus tu vas pouvoir avoir d'informations sur tes utilisateurs, plus tu vas pouvoir constater par le comportement même dans l'application comment les gens réagissent, qu'est-ce qui a l'air de poser des problèmes. Tu peux faire du A/B testing à l'intérieur de ton application, donc justement te dire, on va tenter une autre interface pour voir avec quelle personne est-ce que ça marche mieux. Et plus du coup, tu peux améliorer de façon continue l'expérience utilisateur avec ta propre technologie. Sauf qu'évidemment, tout ça demande pas mal plus de moyens. Et en tant que startup, c'est toujours trouver ce bon équilibre entre essayer d'amener le maximum de valeur à nos utilisateurs sans pour autant devoir engager 30 personnes de plus demain. Je te dirais que financièrement, ce serait un bon défi. Ouais, j'avais pas forcément prévu poser cette question, mais vu que là tu parles de financier, on a vu justement depuis le début de la crise beaucoup de programmes gouvernementaux pour accompagner les entreprises financièrement. Les startups n'ont pas toujours réussi véritablement à sortir leur épingle du jeu parce que c'est très difficile pour une startup de montrer qu'on a eu une baisse de revenus dans la mesure où on est en croissance absolue, vu qu'on n'avait rien et aujourd'hui on a quelque chose. Qu'est-ce que tu penses justement de l'accompagnement financier qui a été proposé? Est-ce qu'il est suffisant selon toi? Est-ce qu'il y aurait d'autres types d'accompagnement que gouvernements ou autres organismes d'accompagnement entrepreneuriaux pourraient mettre en place rapidement, même si là, on commence à parler de déconfinement, pas encore pour le Grand Montréal, mais qu'est-ce qui, selon toi, pourrait être mis en place de manière supplémentaire pour accompagner justement les startups? C'est une excellente question. Je te dirais que ensuite, une fois de plus, je vais exprimer évidemment que mon point de vue, mais je dirais que beaucoup de financement qui a été mis en place était là pour pouvoir garantir un certain maintien des activités. Ce qui correspond sans doute aux besoins de plusieurs entreprises. Le grand défi pour les startups, c'est que c'est un groupe extrêmement, en tout cas très peu homogène. Ce qui fait que, effectivement, on a des personnes chez qui maintenir l'activité est ce qu'il faut, mais il y a justement des startups comme nous qui sont dans des phases, je te dirais, de réinvention, qui justement redéveloppent certaines choses et qui du coup se retrouvent dans une période un peu de recherche et développement, alors qu'ils sont un peu, selon beaucoup de standards, un peu trop vieux pour faire encore des recherches et développement. Et du coup, cette espèce de besoin de dire, regardez, on a l'environnement qui a changé, et on estime que notre priorité, c'est de s'adapter à cet environnement et que c'est justement, jusqu'à un certain niveau, une occasion de développer des choses qui peuvent être pertinentes pour notre société pendant et après le Covid. Je dirais que là, selon moi, il y a encore un certain manque. Nous, on veut évidemment regarder aussi auprès d'investisseurs, d'autres groupes de soutien, d'anges, bref, pour avoir les personnes qui sont prêtes à soutenir une certaine croissance et justement cette réinvention-là. Pour l'instant, je trouverais que ce serait extrêmement intéressant qu'il y ait quelque chose de façon un peu plus structurée, que ce soit gouvernemental ou paragouvernemental, qui justement est spécifiquement comme mission de soutenir ces entreprises en réinvention ou en croissance. C'est très intéressant de voir justement cette notion de recherche et développement qui est un peu mise de côté par les gouvernements actuellement, alors que on s'aperçoit que toutes les entreprises
besoin soit de pivoter, soit de se réajuster, soit carrément de mettre la clé sous la porte et de devoir recommencer quelque chose de complètement nouveau. Comment on pourrait faire en sorte, est-ce que ça serait le fait de s'adresser à la communauté entrepreneuriale pour justement aller montrer ce besoin concret-là? Comment tu verrais la possibilité de faire entendre votre voix par rapport à ça? Bonne question. Je dirais qu'on a quand même la chance à Montréal d'avoir une communauté entrepreneuriale qui est assez active. Donc, justement, il y a des groupes qui ont commencé justement à essayer de centraliser certains aspects. Je pense à Osmo, Bonjour Startup, Montréal Inc. qui ont commencé justement à centraliser certains des besoins pour essayer de leur donner une voix. Ensuite, justement, ce qui est difficile, c'est que les besoins sont très différents d'une situation à l'autre. J'ai pas de solution magique là-dessus, mais je te dirais que selon moi, essayer de se dire, ben écoutez, en tant que société, on doit se dire, on est dans une situation particulière, donc on doit se réinventer et évoluer. Les startups sont souvent une grande source d'innovation et sont souvent très bien placées pour pouvoir faire cette évolution-là. Donc, on met en place justement quelque chose pour les soutenir spécifiquement à faire ce travail de réinvention. Je pense que ce serait pertinent aussi dans sa forme. Bonne question. J'aimerais davantage que on s'adresse maintenant alors aux entrepreneurs, aux professionnels d'entreprise qui ont été touchés, mais aussi aux personnes autistes, anxieuses ou qui ont besoin d'un maintien de leur santé mentale. Quels conseils tu pourrais leur partager pour garder le cap ou surmonter cette crise et aussi commencer à se préparer post-Covid? Là, avec toutes les personnes que j'ai nommées, il y aurait 40 questions en même temps, mais globalement… Écoute, je te dirais… Je vais sans doute être très cohérent avec les réponses que j'ai données plus tôt, c'est que ma réponse devrait être différente pour chaque personne. Par essence, il y a besoin, autant pour les entrepreneurs, si tu étais entrepreneur dans un domaine de par exemple, sportif, disons que la remise, le déconfinement risque de se passer très différemment que pour, par exemple, des entrepreneurs comme moi qui étaient dans le domaine des nouvelles technologies. Donc, autant pour eux, mais c'est la même chose pour le grand public, tes besoins en tant que parent qui doit par exemple renvoyer ses enfants à l'école et qui vit de l'anxiété face à ça vont être très différents que ceux d'une personne âgée qui voit le déconfinement arriver et qui se demande comment est-ce qu'elle va devoir réagir face à ça. Donc c'est sûr qu'il y a je te dirais, des recommandations générales qu'on peut donner à tous, que ce soit justement de faire attention à l'information qu'on consomme, notamment c'était quelque chose de très important pendant une grande partie du déconfinement, des gens qui passaient beaucoup de temps à lire beaucoup de théories sur le COVID et qui développaient beaucoup de troubles anxieux liés à ça. Le fait, et c'est très basique, de justement faire attention à sa santé physique un minimum, que ce soit par le sommeil, la nourriture, le fait de bouger, le fait de se laisser le droit à l'erreur, dans le sens où j'ai vu tellement de personnes, et notamment d'entrepreneurs, se mettre une pression énorme justement à non seulement pouvoir continuer de donner tous les services qu'ils avaient et pouvoir en développer. Je dis absolument pas que j'arrive à appliquer cette recommandation, mais souvent faut se laisser un peu plus se donner un peu plus le droit au repos et à l'erreur. Puis je te dirais que le reste risque d'être des recommandations justement très personnalisées. C'est pas pour rien qu'on est en train de monter une page justement spécifiquement sur ces aspects-là. Cette page qui est déjà en train d'être montée, est-ce que ça va être quelque chose qui va être mis à jour en continu? Oui, c'est mis à jour en continu. Okay. En fait, les informations proviennent principalement pour le moment de la communauté. C'est vraiment comme but de centraliser et d'agréger ce qui est le plus pertinent pour chacun. Et tous les jours, on reçoit, comme je disais, je pense que juste cette semaine, on a reçu un peu plus de 200 éléments différents sur la santé mentale dans la période Covid. Nous, notre travail ensuite, c'est justement de pouvoir faire une certaine sélection là-dedans, de filtrer les choses qui pourraient être dangereuses au moins, de pouvoir le rendre accessible, puis de mettre en place tout un système pour que la communauté puisse évaluer si ça leur correspond ou correspond pas. Donc la communauté joue une part vraiment primordiale dans autant l'identification des besoins que le partage d'expériences, d'informations et ensuite la validation de ces informations-là. Clairement, je te dirais que c'est un peu l'exemple que je voulais donner avec le masque tout à l'heure. Savoir la meilleure façon pour enseigner à mettre un masque à un enfant. Je vais prendre l'exemple de l'autisme.
j'ai pas de source d'information là-dessus. Je veux dire, il n'y a pas d'études qui ont été faites. On ne peut pas randomiser cet aspect-là. Donc, pour le moment, la meilleure source d'information, c'est qu'est-ce qui se passe sur la communauté, puis qu'est-ce que les gens en ont pensé. Et oui, moi, en tant que chercheur, je préférais qu'il y ait des méta-analyses sur tout. Mais quand tu commences à avoir, disons, 100 ou 200 personnes qui ont commencé à dire, écoutez, ça marche mieux pour moi que ça, tu commences à pouvoir dire avec un certain niveau de confiance à la population de dire, regardez, si vous faites partie de tel sous-groupe, peut-être commencer par celui-là, ça a l'air de mieux marcher. Ensuite, tester. Si ça marche pas, faites le deuxième, puis vous verrez ce qui va être le meilleur pour vous. Mais oui, la communauté joue un rôle de source d'information capital maintenant, sans doute parce que c'est elle qui fait face à ce défi. Donc, c'est la meilleure source d'information qu'on a aujourd'hui. J'aimerais inviter les personnes qui nous regardent ou nous écoutent à nous poser des questions si jamais il y a des questionnements, des réflexions, partager justement leurs commentaires. Je vais avoir une dernière question pour toi, Marc-Olivier. Si on veut terminer sur une note un peu plus positive, selon Marc-Olivier Schulle, l'entrepreneur, mais surtout l'humain, de quoi demain serait fait ou devrait être fait, que ça soit en entreprise, en économie, en santé mentale ou dans la tech. Après cette crise-là, qu'est-ce qu'on devrait soit garder ou qu'est-ce que toi tu aimerais voir? Je te dirais que une des choses que je souhaite, c'est que cette crise a vraiment pu mettre de l'avant l'importance justement de l'accès à la bonne information, l'importance de pouvoir avoir un contact avec des personnes et de pouvoir avoir des soins qui soient de qualité. Toutes les possibilités qui étaient ouvertes par la technologie. Et nous, c'est quelque chose dont on parlait depuis un bout de temps, de se dire, regardez, le monde, selon nous, serait meilleur si chacun pouvait utiliser les meilleures interventions possibles, faire les meilleurs suivis dessus, pouvoir aller le plus rapidement bien, se sentir le plus épanoui possible et pouvoir consacrer tout le reste du temps aux aspects qui sont les plus importants, qui sont les relations avec les gens, qui sont l'épanouissement, qui sont tous ces aspects-là. Donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir apprendre de cette crise et pouvoir mettre beaucoup plus de l'avant, justement, des outils, des programmes pour pouvoir soutenir la santé mentale et le bien-être de la population. On espère aussi, je partage beaucoup ton point de vue. On a une question justement de Michel. Merci Michel pour nous poser cette question. Dans ce contexte de crise, as-tu constaté une propension accrue au partage volontaire d'informations, qu'elles soient technologiques, académiques ou encore scientifiques, prouvant la validité du paradigme de l'open science ou l'open data? Je te dirais que oui. Je pense que à la base, je suis très partisan de tous les mouvements open, donc j'ai sans aucun doute un biais dans cette réponse-là. De toute façon. Mais oui, je te dirais, dans une situation dans laquelle on se retrouve un peu tous dans le même bateau, on fait face à une situation ensemble. Cette notion de se dire, les informations, ça fait partie de notre bien commun et on doit le partager pour pouvoir trouver des solutions ensemble. J'ai l'impression que ça va faire sortir et je pense que ça peut être une des choses qu'on a pu apprendre pendant cette période-là. Et j'espère sincèrement que ça va continuer là-dedans. Ensuite, quand on parle spécifiquement du domaine scientifique, je te dirais qu'on continue des traditions qui datent depuis très longtemps. Donc, l'open data et l'open science risquent de prendre encore du temps pour pouvoir devenir un paradigme dominant. Mais en tout cas, je pense qu'on avance tranquillement dans cette voie. C'est quand même très intéressant de voir qu'une crise mondiale permet de faire avancer certaines problématiques ou certains enjeux qui prenaient beaucoup plus de temps avant et de voir justement qu'on est en mesure d'avoir accès à davantage de sources, de ressources, d'informations pour lesquelles on avait énormément de difficultés à trouver avant. Oui, puis écoute, je pense qu'on pourra jamais effacer les impacts négatifs qui proviennent d'une situation comme ça. Par contre, je pense qu'on peut vraiment investir sur les impacts positifs. Prenons, il y a beaucoup d'apprentissage à tirer, il y a beaucoup de choses qu'on peut modifier, il y a beaucoup involontairement d'expériences qui ont été menées pour se disant comment est-ce qu'on va réagir à ça. Si je prends juste l'exemple par exemple du télétravail, ça fait combien d'années que plusieurs entreprises nous disaient que c'était littéralement impossible et du jour au lendemain, elles ont réussi à l'implanter. C'est le genre de choses qu'on se dit, écoute, en temps normal, on peut pas tester ça, mais là, on fait puis on voit que ça marche. Donc, je pense que ça va être quelque chose d'extrêmement important de pouvoir justement faire une sorte de réflexion sur tout ce qui a été mené et d'essayer d'en tirer tous les aspects positifs qu'on peut en tirer. Écoute, merci beaucoup Marc-Olivier pour cet échange que je vais essayer de résumer.
Je dirais que la Covid-19 est envisagée comme un changement majeur qui va durer longtemps, qu'on doit envisager sur le long terme. On fait partie aussi d'une structure qui a complètement disparu avec la Covid-19. Donc pour des communautés qui avaient besoin justement de cette structure-là, on doit réinventer, on doit revivre, on doit repenser les choses parce que cette structure qu'on connaissait avant n'existe plus. On a moins de soutien disponible aussi, peu importe le type de troubles, d'anxiété ou autre qu'on peut avoir. Donc, il faut parler avec sa communauté, il faut toujours aller demander le feedback, rester actif le plus possible. En temps de crise, on a besoin d'agilité, c'est itération sur itération, avec des besoins plus grandissants justement de la communauté qui font appel à nous pour qu'on puisse les aider. On essaie de répondre effectivement aux nouveaux besoins avec une adaptation aussi de son modèle d'affaires. Des choses qui fonctionnaient avant ne fonctionneront peut-être plus ni maintenant ni après. Donc, il faut penser à cette remodélisation justement de son système d'affaires. Il y a des programmes financiers qui ont été mis en place, mais peut-être qu'il y a un manque à voir du côté R&D qui est indispensable justement pour pouvoir répondre à cette nouvelle réalité Covid-19 et post-Covid-19. On voit aussi qu'il faut faire attention aux informations qu'on consomme. Il faut faire attention aussi à sa santé. Il faut faire attention à ne pas se mettre trop de pression, soit en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'humain dans cette situation, dans cette période-là. Mettre sa communauté d'affaires aussi au cœur de son modèle est quelque chose qui visiblement fonctionne. C'est eux qui ont les réponses pour identifier les besoins, pour identifier ce qui fonctionne et pour identifier les besoins futurs. Donc, il faut toujours rester, on le dit tout le temps, garder le contact avec sa communauté, avec sa clientèle, avec ses partenaires. C'est eux qui font en sorte qu'on va réussir à relever de nouveaux défis, à s'en sortir. Et enfin, avec la note positive de la journée, investir sur les impacts positifs de la crise. Oui, il y a des impacts négatifs, mais il faut qu'on arrive à garder en tête qu'il y a des impacts positifs qui ont eu lieu et il faut qu'on continue d'investir sur ces impacts-là. Merci beaucoup pour ce partage encore, Marc-Olivier. Intersection X n'est pas fini. Printemps numérique reste là pour vous écouter et vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Nous continuerons jeudi prochain sur cette thématique, l'innovation technologique au service de la santé en temps de crise, au programme comme d'habitude, réaction, conseil, exemple pour mieux vous en sortir dans cette situation. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain, 15h. Nous aurons le plaisir d'accueillir Jacques Deguise, directeur et fondateur du laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie de l'ETS et du centre de recherche du CHUM. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire pour nous poser vos questions, avis ou suggestions. Prenez soin de vous, profitez du soleil, c'est important pour le moral. Je vous retrouve jeudi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore, Marc-Olivier. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir.